Je m'appelle Antoine Valois, 52 ans, ancien reporter au Figaro, aujourd'hui simple ombre dans les couloirs du pouvoir. J'ai vu des présidents tomber, des ministres se suicider, des empires s'écrouler pour une signature mal placée. Mais jamais je n'avais assisté à une exécution aussi propre, aussi glaciale, que celle qui se joua ce mardi 14 mars à 11h17 précise dans la salle des conseils de Rocheville et Fils, avenue Georges V. J'étais là, évidemment. Marc Duvernay m'avait glissé un badge visiteur la veille, en me soufflant, « Viens. Tu ne vas pas en croire tes yeux. » Marc, c'est le directeur financier, l'un des rares à encore porter costume 3 pièces sans ironie. Il tremblait. Pas de froid. De rage contenue. Et la pièce est immense, plafond à caissons dorés, lustre en cristal de baccarat qui doit peser une demi-tonne. 45 actionnaires, tous assis autour de la table en acajou longue comme un terrain de tennis. 43 hommes, 2 femmes. Les hommes, crâne luisant, montre Patek, haleine de café et de peur. Les 2 femmes, l'une est la cousine de province qui a hérité sans comprendre, l'autre est Béatrice de Rocheville, ventre de 7 mois bombé comme un trophée de chasse. Elle sourit déjà. Un sourire de hyène qui a flairé le sang-point à bout de la table, Hubert de Rocheville, patriarche de 74 ans, ancien pilote de chasse, voire rappeuse de gitane sans filtre. Il se lève. Le silence tombe si lourd qu'on entend le tic-tac de la quartier du voisin. Il pose les 2 mains à plat, comme un général avant la charge. Camille. Démissionne. 2 mots. Pas plus. Il n'a même pas dit « ma fille ». Juste Camille, comme on prononce le nom d'une marque qu'on va racheter à bas prix. Elle est là, debout, droite comme une lame. Camille de Rocheville, 26 ans, tailleur Chanel anthracite, escarpin Louboutin noir, cheveux châtains tirés en arrière si sévèrement qu'on dirait qu'elle s'est rasé les émotions. Ses yeux gris acier ne scillent pas. On pourrait croire qu'elle n'a pas entendu. Béatrice ricane. Un rire aigu, de cristal qui se brise. Enfin un vrai mal à la tête de l'entreprise, lance-t-elle en caressant son ventre. Gabriel sera parfait. Il a déjà prouvé qu'il savait féconder l'avenir. Les actionnaires rient. Jaune. Certains tout sautent dans leur poing. Gabriel n'est pas là, bien sûr. Il attend dans le bureau voisin, cravate desserrée, whisky à la main. Il croit que c'est son jour de gloire. Le jour où il va enfin porter le nom Rocheville sans avoir à épouser la mauvaise sœur. Camille ne bronche toujours pas. Hubert tape du plat de la main sur la table. Le bruit claque comme un coup de feu. Le conseil vote. Qui est pour la révocation de Camille de Rocheville de son poste de présidente directrice générale? 45 mains se lèvent. 45. Même la cousine de province, qui n'a pas compris un mot, lève la main parce que tout le monde le fait. Marc, lui, reste bras croisés. Il me cherche du regard derrière la colonne de marbre où je me tiens. Je lui fais un petit signe. Il serre les dents. Hubert pousse le document vers Camille. Une feuille A4, Police Times New Roman 12, interligne 1,5. La démission toute prête. Il a même pensé à laisser un espace pour la date. Prévenant, le père. Elle prend le stylo Mant Blank. Le même que celui avec lequel elle a signé son premier contrat à 18 ans. Elle pose la pointe sur le papier. Marc se lève d'un bon point. Camille, ne fais pas ça. Sa voix tremble. Pas de peur. D'amour. Un amour qu'il traîne depuis 10 ans, depuis qu'elle avait 16 ans et qu'il l'avait surprise en train de lire Sun DSU dans la bibliothèque familiale. Il n'a jamais osé. Trop vieux, trop salarié, trop fidèle. Elle tourne lentement la tête vers lui. Ses lèvres esquissent quelque chose qui pourrait être un sourire. Ou une grimace. Puis elle signe. D'un trait. Pas d'hésitation. C'est de Rocheville. Le « de » est si parfaitement calligraphié qu'on dirait une signature royale. Hubert hoche la tête, satisfait. Béatrice applaudit. Lentement. Comme au théâtre. Parfait, dit le père. La passation de pouvoir aura lieu à 14h. Gabriel prendra ses fonctions immédiatement. Camille repose le stylo. Elle se lève. Pas un mot. Elle ajuste sa veste, lisse une mèche rebelle, et se dirige vers la sortie. Ses talons claquent sur le marbre comme des coups de feu réguliers. Marc veut la retenir. Elle passe sans le voir. À un moment où elle atteint la porte, celle-ci s'ouvre. 3 hommes en costume noir impeccable entrent.
Japonais. Crâne rasé, lunettes sans monture, mallette en crocodile véritable. Il s'incline légèrement. L'un d'eux tend une carte à Uber. Mitsubishi Heavy Industries, dit-il dans un français parfait. Nous venons finaliser l'acquisition. Uber sourit. Un vrai sourire, cette fois. Il pense avoir vendu l'entreprise 400 millions en dessous du prix du marché grâce à la crise familiale. Il pense avoir gagné sur tous les tableaux, viré sa fille ingrate, casé son gendre, rempli les caisses. Ils ne savent pas. Aucun 2 points moi, 6 points parce que la veille, à 3h12 précise, heure de Tokyo, j'étais dans la suite 4502 du parc Hyatt, assis sur un canapé en cuir blanc, face à Camille qui signait d'autres papiers. Des papiers bien plus importants. Devant un notaire japonais qui transpirait à grosses gouttes et un avocat aux honoraires à 6 chiffres. Elle avait tout prévu. Depuis des mois. Depuis le jour où Gabriel l'avait quitté en lui disant « Je veux une famille, Camille. Pas une carrière ». Depuis le jour où Béatrice avait annoncé sa grossesse miracle, 3 semaines après la rupture. Depuis le jour où son père avait murmuré, lors du dîner de Noël, « Une entreprise comme la nôtre a besoin d'un homme, ma chérie. C'est biologique. » Elle avait souri. Poliment. Puis elle était rentrée dans sa chambre et avait pleuré une seule fois. Une seule. Le lendemain, elle avait pris un vol pour Tokyo. Première classe. Seul point, j'étais là parce que Marc m'avait appelé en panique. Elle va tout perdre, Antoine. Tout? Je pensais qu'il exagérait. Je n'avais pas compris qu'elle n'allait rien perdre du tout. Dans la suite, elle portait un peignoir de soie noire, pieds nus, cheveux trempés par la douche. Elle buvait un thé matcha dans une tasse en céramique de 300 €. Sur la table basse, des dizaines de documents. Des procurations. Des actes de cession. Des contrats d'option. Et surtout, un virement de 1,8 milliard d'euros en provenance d'une société écran basée aux Caïmans, elle-même détenue par une fondation au Liechtenstein, elle-même contrôlée par une coquille vide à Tokyo. Elle avait acheté 51% des actions. Pas 50. Pas 50,1. 51 exactement. En une nuit. Grâce à l'argent que son père lui avait refusé à 20 ans pour la protéger des hommes. L'argent qu'elle avait fait fructifier en secret, via des investissements dans des cryptos, des startups, des NFT. L'argent qu'elle avait caché derrière 32 couches de sociétés offshore. Était le plus beau, selon l'article 47 des statuts de Rocheville et Fils, rédigé en 1924 par son arrière-grand-père, toute démission signée sous contrainte morale ou pression psychologique par l'actionnaire majoritaire rend nul et non avenu tout vote émis postérieurement à la dite démission. Elle avait lu ça à 16 ans. Dans la bibliothèque. Pendant que Marc la regardait en cachette. Elle avait attendu 10 ans. 10 ans pour que son père la convoque. 10 ans pour que sa sœur la poignarde. 10 ans pour que Gabriel la remplace. Et maintenant, elle tenait le couteau. Dans la salle du conseil, les Japonais s'assoient. Hubert commence à parler chiffres. Béatrice caresse son ventre avec une satisfaction obscène. Marc regarde la porte par où Camille est sortie. Il sait. Pas tout. Mais à ces points moi, je reste derrière ma colonne. J'allume une cigarette mentale. J'attends la suite. Parce que dans moins de 2 heures, Camille va revenir. Avec les vrais papiers. Avec les vrais avocats. Avec le vrai pouvoir. Était là, messieurs, ça va être un carnage. Mais un carnage élégant. À la française. Avec des talons aiguilles et du rouge à lèvres couleur vengeance. Je regarde ma montre. 11h27. Encore 100 minutes avant que le monde bascule. Encore 100 minutes avant que Camille de Rocheville, 26 ans, devienne la femme la plus dangereuse de Paris. Et moi, j'ai le meilleur siège. Celui de l'ombre. Tokyo, 48 heures plus tôt. Il pleuvait comme si le ciel voulait effacer la ville. Une pluie fine, obstinée, qui transforme les néons en couleur de peinture. J'étais assis dans le lobby du parc Hyatt, 52e étage, un whisky japonais à 180 € le verre que je n'avais pas touché. Marc m'avait envoyé un message à 23h47, heure de Paris, suite 4502. Viens tout de suite. Elle va faire une connerie. Je connaissais le chemin. J'avais couvert assez de scandales financiers pour savoir que les plus gros coups se préparent toujours dans des suites présidentielles avec vue sur l'infini. L'ascenseur privatif s'ouvre directement dans le salon. Camille était là, pieds nus sur le parquet chauffant, peignoir noir ouvert sur un débardeur en soie blanche trempée de pluie. Elle venait de rentrer. Ses cheveux dégoulinaient encore.
Elle sentait le jasmin et la rage. Tu es en retard, Antoine. Sa voix n'avait pas tremblé une seule fois depuis ses 16 ans. Elle me tendit une tasse de thé matcha fumant. Je la pris par réflexe. Elle tenait déjà une autre tasse, la troisième. Elle ne dormait plus depuis 4 jours. Sur la table basse en marbre noir, une pile de documents haute comme un annuaire. À gauche, un MacBook ouvert sur un tableur crypté. À droite, un notaire japonais en costume gris perle, lunettes rondes, qui transpirait malgré la climatisation à 19 degrés. Il s'appelait Tanaka. Il avait l'air de vouloir être ailleurs. N'importe où ailleurs. Maître Tanaka, répété pour Monsieur Valois, ordonna Camille sans lever les yeux. L'homme s'inclina à 45 degrés. À 3h12 précise, heure locale, la société Kageyama Capital Limited, enregistrée aux îles Caïmans, a acquis 51% des actions ordinaires de Rocheville et Fils via un bloc hors marché. Le vendeur, un fonds souverain koweïtien, a signé à 2h58. Le règlement livraison interviendra à l'ouverture de la bourse de Paris dans 49 heures. Il parlait comme s'il récitait une prière bouddhiste avant un suicide. J.E. posait la tasse. Combien? Camille leva enfin les yeux. Gris, froid, magnifique. 1,8 milliard d'euros. Je sifflai entre mes dents. C'était le prix d'un petit pays africain. Ou d'une revanche parfaite. Elle se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée. Tokyo s'étalait en dessous, 30 millions d'âmes qui ne savaient pas qu'une gamine de 26 ans venait de leur voler la vedette. Elle posa la paume contre la vitre. Le verre était froid. Elle avait besoin de sa poing. Tu veux savoir comment j'ai fait? Demanda-t-elle sans se retourner. J'ai déjà deviné la moitié. Raconte-moi l'autre. Elle sourit. Un vrai sourire, cette fois. Le premier depuis des mois. Tout avait commencé à 20 ans. Le jour où son père avait refusé de lui avancer sa part d'héritage pour lancer une start-up de fintech. Une femme n'a pas besoin d'argent, Camille. Elle a besoin d'un mari. Elle avait hoché la tête. Poliment. Puis elle avait créé la start-up quand même. Seule. Avec 40 000 € empruntés à Marc sous un faux prétexte. Elle l'avait remboursé en 18 mois. Avec intérêt. Et sans jamais lui dire merci. Ensuite, il y avait eu les cryptos. 2016, elle avait tout mis sur Ethereum à $8. Tout. Même l'argent du trust familial qu'elle avait siphonné via une faille juridique que seul un notaire de Genève avait repéré et qu'elle avait payé pour qu'il oublie. En 2021, elle avait vendu au pic. $3100 l'unité. Elle n'avait pas fêté. Elle avait juste ouvert un nouveau wallet. Et un autre. Et encore un autre. 32 couches de société. Des noms en japonais, en russe, en swahili. Des fondations au Liechtenstein qui possédaient des holdings à Singapour qui contrôlaient des LLC dans le Delaware. Un labyrinthe. Un chef-d'œuvre. Et Gabriel, demandai-je. Son dos serait dit. Gabriel. L'ex-fiancé. Le père officiel de l'enfant de Béatrice. Le futur PDG fantoche. Gabriel croyait que j'étais stérile. Elle se retourna. Ses yeux brillaient. Pas de larmes. De colère pure. Il m'a quitté le jour où le médecin a confirmé. Il a pleuré. Il m'a dit qu'il voulait une famille traditionnelle. Une femme qui reste à la maison. Qui porte ses enfants. Elle éclata d'un rire sec. 3 semaines plus tard, Béatrice annonçait sa grossesse. Miracle médical. FIV Express. Le même médecin. Tu paries qu'il a trafiqué les dossiers? Je ne pariais pas. J'étais journaliste. Je savais. Elle revint s'asseoir en tailleur sur le canapé. Le peignoir s'ouvrit un peu plus. Elle s'en fichait. Tanaka rougit et baissa les yeux. Elle attrapa un dossier épais, le posa sur mes genoux. Ouvre. Page 42. Je tournai les pages. Article 47 des statuts de Rocheville et Fils, rédigé en 1924 par son arrière-grand-père, le général de Rocheville, héros de Verdun, misogyne patenté mais juriste brillant. Toute démission signée sous contrainte morale ou pression psychologique par l'actionnaire majoritaire rend nul et non avenu tout vote émis postérieurement à la dette d'émission jusqu'à ce que l'Assemblée générale suivante, convoquée dans les formes, ait statué sur la validité du dit acte. Je relus 2 fois. Tu es en train de me dire que dès que je signe ma démission,
leur vote devient du papier toilette. Et que je reste présidente. Légèrement. Définitivement. Elle se leva, alla jusqu'au bar, se versa un fond de Yamazaki 18 ans. Elle ne buvait jamais. Ce soir-là, elle but cul sec point. Et les Japonais? Mitsubishi? Ils croient acheter 49% à prix cassé. Mon père leur a promis la lune. Il a même signé une lettre d'intention. Elle sourit encore. Plus large. Devine qui a rédigé la lettre d'intention? Je haussai un sourcil. Moi, dit-elle. Avec une clause résolutoire cachée en page 17. Si l'actionnaire majoritaire n'est pas présent à la signature définitive, le deal est annulé. Et devine qui ne sera pas là. Tanaka Tsusota. Il était temps de signer. Elle enfila un kimono de soie noire brodé de dragon, s'assit en face du notaire. Elle signa 37 documents. Chaque fois, le stylo glissait comme une lame. Tanaka tamponna, cacheta, photographia. À 3h12 précise, l'horloge du MacBook bipa. C'était fait point, elle se leva, ouvrit la baie vitrée. L'air froid de mars entra en rafale. Elle inspira profondément point. Antoine? Oui. Tu te souviens quand j'avais 16 ans et que je lisais Sun DSU dans la bibliothèque? Parfaitement. Tu m'avais demandé pourquoi. Je t'avais répondu, pour comprendre les hommes. Elle se retourna. Le vent faisait voler ses cheveux comme une bannière de guerre. J'ai compris. Il croit que le pouvoir, c'est un pénis. Il se trompe. Le pouvoir, c'est une signature. Au bon endroit. Au bon moment. Elle referma la vitre. Se tourna vers moi point. Dans 48 heures, je vais rentrer à Paris. Je vais mettre un tailleur gris. Je vais sourire à mon père. Je vais laisser Béatrice me cracher dessus. Je vais signer ma démission. Et puis, elle laissa la phrase en suspens. Elle n'avait pas besoin de finir point. J'y regardais ma montre. 3h27. Dans moins de 2 jours, Paris allait trembler. J'y pensait à Marc, qu'il aimait en silence depuis 10 ans. À Gabriel, qui allait perdre bien plus qu'un poste. À Béatrice, qui allait accoucher d'un enfant qui ne serait jamais héritier. À Hubert, qui allait comprendre trop tard que la pire erreur d'un homme est de sous-estimer sa fille. Camille éteignit les lumières. Tokyo disparut derrière les vitres fumées. Elle s'allongea sur le canapé, ferma les yeux. Antoine? Oui. Quand tout sera fini, tu écriras l'histoire? Je l'écris déjà. Elle sourit dans le noir. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel devenait violet. Un nouveau jour commençait. Le dernier jour de l'ancien monde. 14h03, avenue Georges V. La salle du conseil sentait encore le cigare froid et la panique. Les 45 actionnaires étaient revenus, persuadés qu'il ne s'agissait que d'une formalité, applaudir l'arrivée de Gabriel, signer les derniers feuillets Mitsubishi, rentrer chez eux avec un chèque et la conscience tranquille. Hubert trônait en bout de table, cravate desserrée, verre de Château d'Yquem à moitié vide. Béatrice, assise à sa droite, avait posé son ventre comme un bouclier. Gabriel, lui, se tenait debout derrière elle, main possessive sur son épaule, sourire de jeune premier qui vient de gagner au loto. Les 3 Japonais occupaient le côté gauche, impassibles, mallettes ouvertes, stylos alignés comme des katanas. L'un d'eux, le plus âgé, Monsieur Sato, relisait le contrat de cession pour la 10e fois. Il sentait quelque chose. Pas encore quoi. Juste une odeur de piège. Marc Duvernay était le seul à ne pas sourire. Il triturait son alliance comme s'il voulait l'arracher. Il n'avait pas dormi depuis Tokyo. Il savait. Il savait tout. Et il crevait de ne pas pouvoir crier. Et la porte s'ouvrit sans bruit. Camille entra. Pas un bruit de talons. Elle avait changé de chaussures. Des slippers en velours noir, plates, silencieuses. Tailleur toujours anthracite, mais cette fois la veste était déboutonnée, chemise blanche ouverte sur un collier en diamant noir. Elle tenait une enveloppe Kraft sous le bras. Rien d'autre. Pas d'avocat. Pas de garde du corps. Juste elle. Elle s'arrêta au centre de la table. Regarda chaque visage. Lentement. Comme une reine qui passe ses sujets en revue avant l'exécution. Hubert frappa la table du plat de la main. Camille, nous avons déjà perdu assez de temps. Signe les avenants et disparaît.
Tu as eu ta petite crise. C'est fini. Elle posa l'enveloppe. Doucement. Non, père. C'est maintenant que ça commence. Un silence de plomb. Béatrice ricana. Tu vas encore jouer les victimes? Regarde-toi. Seul. Stérile. Ruiné. Camille tourna la tête vers elle. Lentement. Ses yeux étaient si calmes que Béatrice se tut d'un seul coup. Camille ouvrit l'enveloppe. En sortit une liasse de 25 pages. Tampon rouge. Cachet doré. Signature en kanji. Elle les posa au centre de la table, face visible. Acte de cession intégrale de 51% des actions ordinaires de Rocheville et Fils, enregistré au greffe de Tokyo hier à 3h12. Propriétaire, Kageyama Capital Limited. Représentant légal, Camille Marguerite Aliénor de Rocheville. Un souffle parcourut la salle. Hubert blêmit. Gabriel ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Camille continua, voix posée, presque douce. Conformément à l'article 47 des statuts, que vous avez tous oublié depuis 1924, je cite, toute démission signée sous contrainte morale par l'actionnaire majoritaire rend nul et non avenu tout vote postérieur jusqu'à nouvelle assemblée générale convoquée dans les formes. Elle leva les yeux. Ma démission de ce matin. Signée sous contrainte. Vote annulé. Assemblée dissoute. Monsieur Sato se leva d'un bond. Son anglais était parfait, son français moins. Impossible. Nous avons lettre d'intention signée. Camille sortit une seconde feuille. Page 17, alinéa 12. Clause résolutoire. En cas d'absence de l'actionnaire majoritaire à la signature définitive, le présent accord est caduc de plein droit. Devinez qui n'était pas là à 14h. Sato devint blanc comme le papier. Il comprenait enfin qu'il venait de perdre 3 milliards de yens et sa carrière. Hubert se leva à son tour, tremblant. Tu bluffes. Tu n'as pas cet argent. Camille sortit son téléphone. Appuya sur play. Une vidéo. Le notaire Tanaka, face caméra, 3h12, Tokyo. Je sous-signé Tanaka Hiroshi, notaire, certifie que mademoiselle de Rocheville a acquis ce jour 51% des parts via virement irrévocable. Elle coupa. Le virement est déjà en chambre de compensation. Dans 7 minutes, Euronext affichera le nouveau flottant. Vous pourrez vérifier. Gabriel trouva enfin sa voix. Espèce de sale. Camille le coupa d'un regard. Attention, Gabriel. Tu vas être père. Choisis tes mots. Elle sortit une troisième chemise. Bleue, cette fois. Analyse ADN effectuée à Genève. Laboratoire Cerba. Référence 47 BX 2025. Embryon de 7 mois, 0% compatibilité avec Gabriel de Rocheville. 99,8% avec un certain Ludovic Martin, professeur de yoga à Saint-Germain-en-Laye. Béatrice hurla. Un hurlement de bête qu'on égorge. Elle se leva, voulut griffer. 2 actionnaires la retinrent. Son ventre ballottait comme un sac de honte. Hubert porta la main à sa poitrine. Sa respiration devint sifflante. Il s'effondra sur la table, renversant son ikem. Crise cardiaque. Marc se précipita, desserra la cravate, appela les secours. Mais ses yeux ne quittaient pas Camille. Il y avait de l'admiration. Et de la terreur. Camille, elle, ne bougea pas. Elle attendit que le silence revienne. Puis elle parla, lentement, pour que chaque mot s'imprime dans leur cerveau. À partir de cet instant, je suis présidente directrice générale. Indéfiniment. Le conseil est dissous. Une nouvelle assemblée sera convoquée dans 6 mois. D'ici là, voici les décisions immédiates. Elle sortit une liste. La lut comme on lit un menu chez Guy Savoie. 1. Suppression du poste de directeur général délégué. Gabriel, tu es viré. Sécurité t'attend en bas. 2. Béatrice, tu conserves tes parts, mes droits de vote suspendus jusqu'à la naissance. Après, on verra. 3. Père, tu es relevé de toute fonction. Tu garderas ton bureau à Deauville. Avec vue sur la mer. Et un infirmier. 4. Messieurs de Mitsubishi, vous avez 15 minutes pour quitter le bâtiment. Vos mallettes restent ici.
On vous renverra vos stylos. 5. Tous les actionnaires qui souhaitent vendre, je rachète au cours de clôture d'hier. Moins 40%. Offre valable jusqu'à 17h59. Après, le cours montera. Beaucoup. Elle posa la liste. Des questions? Personne n'osa. Même pas Hubert, qu'on emportait sur une civière, y aurait vulsé. Camille se tourna vers Marc. Marc, tu restes. Tu es nommé directeur général exécutif. Avec 3% du capital. Cadeau. Il ouvrit la bouche. La referma. Il pleurait presque. Elle fit le tour de la table, lentement. S'arrêta devant chaque actionnaire. Les regarda dans les yeux. Un par un. Certains baissèrent la tête. D'autres devinrent écarlates. Un seul, un vieux cousin normand, osa murmurer. Tu vas brûler en enfer, petite. Elle sourit. J'y suis déjà. Depuis longtemps. Elle arriva devant Béatrice, qui tremblait de rage et de larmes. Tu voulais un vrai mâle, Béatrice? Tu vas en avoir un. Ton fils. Quand il aura 18 ans, il viendra me supplier pour un stage. Je lui dirai non. Comme papa me l'a dit à moi. Béatrice vomit sur la moquette. Personne ne bougea pour l'aider. Camille revint au centre. Messieurs, mesdames, l'assemblée est levée. Vous pouvez disposer. Elle sortit la lettre de démission de sa poche intérieure. La déchira en 4. Lenteur calculée. Les morceaux tombèrent comme des confettis de deuil. Puis elle se tourna vers la baie vitrée. Paris s'étendait sous ses pieds. Tour Eiffel au loin, toute petite. Elle posa la main sur la vitre. Comme à Tokyo. Marc s'approcha, voix basse. Camille, tu es sûre? Tu viens de les détruire. Tous? Elle ne se retourna pas. Non, Marc. Je viens de me construire. Eux, c'étaient juste des briques. Dehors, les sirènes des pompiers hurlaient pour Hubert. Dedans, les téléphones vibraient déjà, le cours Rocheville et fils venait de bondir de 28% en 5 minutes. Les algorithmes avaient compris avant les humains. Camille resta là, seule au milieu de la salle vide. Les chaises renversées. Les verres renversés. Les vies renversées. Elle sortit son téléphone. Envoya un texto. Un seul point à moi. C'est fait. Viens boire un verre ce soir. J'ai quelque chose à fêter. Et à oublier. Je regardais l'écran. 14h17. Paris venait de changer de reine. La nouvelle reine n'avait même pas souri. Pas encore. 3 mois plus tard, Paris sentait l'été précoce et la peur. Les journaux ne parlaient plus que d'elle, Camille de Rocheville, 26 ans, plus jeune PDG du CAC 40, la reine des louves, l'impératrice noire. Sur les couvertures, toujours le même portrait, tailleur impeccable, regard gris acier, pas un cheveu qui dépasse. Personne n'avait réussi à la prendre en photo en train de sourire. Pas une seule fois. Moi, je la voyais tous les jours. Elle m'avait installé dans un bureau au 41e étage de la Tour First, juste à côté du sien. Officiellement, conseiller spécial en communication de crise. En réalité, j'étais son ombre, son confesseur, son dernier lien avec l'humanité. Elle ne dormait plus que 3 heures par nuit, buvait son café noir sans sucre, mangeait des sushis froids à 4 heures du matin en relisant des tableurs. Elle avait viré 23 cadres en 15 jours. Remplacés par des femmes. Des jeunes. Des brillantes. Des féroces. Le conseil d'administration ressemblait désormais à une meute de panthères en escarpins. Marc, lui, était devenu son bras droit malgré lui. Il avait pris 15 ans en 3 mois. Il l'aimait toujours. Plus que jamais. Il osait à peine la regarder dans les yeux. Elle le traitait comme un meuble de luxe, utile, cher, mais interchangeable. Un soir, je les ai surpris dans le bureau directorial, 23h47, lumière tamisée. Elle lui dictait un mémo, penché sur son épaule. Il tremblait. Elle a posé la main sur sa nuque, juste une seconde. Il a fermé les yeux comme s'il allait mourir. Puis elle a retiré sa main et repris la dictée. Rien d'autre. Rien de plus. Jamais. Béatrice avait accouché prématurément. Un garçon. 3,1 kg. Ludovic Martin, le prof de yoga, avait disparu en Thaïlande avec une valise de billets et une gueule cassée.
Béatrice vivait désormais dans l'appartement de fonction de Neuilly, avec une nounou philippine et un bracelet électronique. Camille avait racheté la clinique de fertilité où sa sœur avait fait ses FIV et retrouvé des dossiers compromettants. Chantage discret, élégant, à la française. Béatrice envoyait des SMS hystériques à 3 heures du matin. Camille les lisait, les archivait, ne répondait jamais. Hubert, lui, pourrissait doucement dans sa maison de Deauville. Infarctus, AVC, dépression. Il appelait tous les jours. Camille décrochait une fois sur 10. Je l'entendais dans le haut-parleur. « Papa, tu as mangé tes légumes ?» Voix douce, presque tendre. Puis elle raccrochait. Et allait vomir dans les toilettes privatives. Je faisais semblant de ne rien entendre. Un soir de juin, elle m'a convoqué à 22h13. Le bureau était plongé dans le noir, seule la lampe de bureau allumée. Elle portait un jogging gris et un vieux t-shirt Harvard. Cheveux en bataille. Pieds nus. Elle ressemblait à une adolescente. Sauf les cernes. Et le regard point. Antoine, j'ai fait une connerie. Je me suis assis. Plus grosse que d'habitude? Elle a sorti un test de grossesse de sa poche. 2 barres. Bleu électrique. 9 semaines. J'ai sifflé. Marc? Elle a hoché la tête. Le soir de la victoire. Dans ce bureau. Sur le tapis persan. J'avais bu 2 verres de champagne. Je voulais sentir quelque chose. N'importe quoi. Elle a touché son ventre, à peine bombé. Je ne lui dirai pas. Jamais. Tu es folle. Non. Je suis lucide. Il m'aime. Il me mettrait en cage dorée. Il voudrait que j'arrête. Que je sois une mère. Je ne sais pas faire ça. Elle s'est levée, a ouvert le bar, s'est versé un fond de whisky. L'a regardé. L'a renversé dans l'évier. Je vais l'élever seule. Comme une louve. Aliénor. Ce sera son prénom. Comme la reine. Le lendemain, elle était déjà en tailleur blanc, à la une de Challenge, Rocheville et Fil, plus 340% en 3 mois. Personne n'a vu le test qu'elle avait brûlé dans le cendrier en cristal. Juillet a apporté la chaleur et les vautours. Gabriel a tenté un comeback pathétique, interview dans le Figaro, larmes de crocodile, Camille m'a volé ma paternité. Elle a répondu par un communiqué de 3 lignes, Monsieur de Rocheville souffre manifestement de troubles de la mémoire. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Le lendemain, des photos de lui en boîte avec 2 influenceuses de 19 ans faisaient la une de Voici. Fin de la tentative. Béatrice, elle, a franchi la ligne rouge. Un mardi d'août, à 6h12, mon téléphone a vibré. Camille. Viens. Maintenant. J'ai trouvé son bureau sens dessus-dessous. Ordinateur fracassé. Verre brisé. Elle tenait une enveloppe Kraft. Dedans, des photos. Elle nue, à 19 ans, prise par Gabriel dans leur maison de Cap-Ferret. Des vidéos. Des messages. Tout. Béatrice menaçait de tout balancer à la presse People si Camille ne lui rendait pas ses droits de vote et 40 millions d'euros. Camille riait. Un rire de démente. Elle croit qu'elle peut me faire plier avec ça? Elle a ouvert son Mac, tapé 3 lignes, envoyé. Regarde. 10 minutes plus tard, le compte Twitter de la clinique de fertilité postait un thread anonymisé, quand une patiente VIP ment sur l'origine de ses ovocytes. Capture d'écran. Dossier. Facture. Béatrice avait utilisé les ovocytes d'une donneuse ukrainienne. Le « miracle » n'avait jamais existé. Le thread a fait 3 millions de vues en 2 heures. Béatrice a été placée en garde à vue pour faux et usage de faux. L'enfant lui a été retiré temporairement. Camille n'a même pas souri. Fin août, Hubert a fait une nouvelle attaque. Cette fois, il a demandé à la voir. Seule. Dans la maison de Deauville. Elle y est allée. En hélicoptère. J'étais avec elle. Il était branché à des machines, voix rauque, yeux injectés de sang. Il a tendu une main tremblante. Ma fille, pardonne-moi. Elle s'est assise. A pris sa main. Papa, je t'ai déjà pardonné. Le jour où tu m'as dit que je n'étais pas un homme. Elle a sorti des papiers. Signe. Tu me cèdes tes parts résiduelles. 8%.
pour Aliénor. Il a pleuré. A signé. Avec un stylo à plume. Le même qu'il lui avait refusé à 20 ans. En repartant, elle a regardé la mer. Tu sais ce qu'il m'a dit avant que je parte? Non. Tu ressembles à ta grand-mère. Elle aussi, elle m'a détruit. Elle a ri. Pour la première fois depuis des mois. Septembre a apporté les premières nausées. Elle les cachait derrière des sourires de requin en réunion. Elle avait grossi de 3 kilos. Personne n'osait commenter. Marc, lui, avait remarqué. Il l'a regardé différemment. Un soir, il a craqué. Dans l'ascenseur privé. Camille, c'est de moi. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Non. Il a blanchi. Ne mens pas. Elle a appuyé sur stop. L'ascenseur s'est immobilisé entre 2 étages. Marc, écoute-moi bien. Cet enfant n'aura pas de père. Il aura une mère. Une seule. Si tu veux rester, tu restes en tant que directeur général. Pas en tant que géniteur. C'est clair? Il a hoché la tête. Les larmes aux yeux. Je t'aime. Je sais. Elle a redémarré l'ascenseur. Porte ouverte au 42e. Elle est sortie sans se retourner. Octobre. Elle a racheté le Figaro. Juste pour le plaisir. Le jour où ils ont publié un édito tiède sur « La dictature en tailleur ». Le lendemain, l'édito avait disparu. Le directeur a été viré. Elle a mis une femme. 34 ans. Féministe. Impitoyable. Un soir, elle m'a appelé à 2h17. Antoine, viens. J'ai mal. Je l'ai trouvé recroquevillé sur le canapé de son bureau, main sur le ventre. J'ai paniqué. Hôpital. Non. Juste, reste. Je me suis assis. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Pour la première fois depuis 10 ans, elle pleurait. J'ai peur, Antoine. Peur qu'elle me ressemble trop. Peur qu'elle haïsse le monde comme je le hais. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste tenue. Longtemps. Le lendemain, elle était de nouveau en acier trempé. Mais quelque chose avait changé. Une faille. Minuscule. Humaine. Et moi, je savais que la couronne devenait trop lourde. Même pour elle. 1 an exactement après le carnage de l'avenue Georges V, Paris s'était mis à genoux devant elle, sans même s'en rendre compte. Le 14 mars, à 11h17 précise, Camille de Rocheville épousait Rocheville et fils devant Notre-Dame flambant neuve. Pas un mari en chair et en os, juste une alliance en platine noire passée au doigt d'une entreprise. 4000 employés en costume sombre, alignés comme à un enterrement chic. Les caméras du monde entier. Les chaînes d'infos en continu. Les drones. Les hélicos. Et moi, au premier rang, costume anthracite, cravate noire, le cœur serré comme dans un étau. Elle était magnifique. Robe blanche sur mesure signée Dior, coupe empire qui cachait à peine les 6 derniers kilos de grossesse jamais avoués. Voile court, pas de fleurs, juste un chignon si serré qu'on aurait dit une couronne d'épines. Elle a prononcé des vœux à une société. À voix haute. Devant la France entière. Moi, Camille Marguerite Aliénor de Rocheville, je te prends pour époux, Rocheville et fils, dans la richesse et dans la crise, dans la santé et dans la chute des cours, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou que le CAC 40 nous désunisse. Rire nerveux dans l'assistance. Applaudissements polis. Marc, à sa droite, avait les yeux rougis. Il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il savait. Il savait tout maintenant. Il avait vu l'échographie encadrée dans le tiroir du bureau. Il serrait un mouchoir comme s'il voulait étrangler le destin. Moi, je regardais ailleurs. Vers le fond de la nef. Béatrice, voile noir, visage bouffi de cortisone et de haine, tenait un bébé dans les bras. Le petit garçon qu'on lui avait rendu après 6 mois de bataille juridique. Il avait les yeux de Ludovic, le prof de yoga. Elle n'avait pas été invitée. Elle était venue quand même. Pour cracher. Elle n'a pas osé. Pas devant les caméras. Hubert, lui, était mort 15 jours plus tôt. Crise cardiaque foudroyante dans sa maison de Deauville. On l'avait trouvé raide dans son lit, main crispée sur une photo de Camille à 16 ans. Elle n'était pas allée à l'enterrement. Elle avait juste envoyé une couronne. Noire. Sans carte.
Les journaux avaient titré « Le patriarche emporte ses regrets dans la tombe ». Elle avait lu l'article en buvant son café. Sans sucre. Sans commentaire. Et la cérémonie s'est terminée à 12h07. Elle a embrassé la bague de la société, un anneau en titane gravé des initiales R&F. Les flashs ont crépité. Les applaudissements ont explosé. Puis elle a disparu dans la sacristie. J'ai suivi. Les portes se sont refermées derrière nous. Elle s'est effondrée. Pas en larmes. En respiration. Genre poisson hors de l'eau. Elle a arraché le voile, déchiré la fermeture de la robe. Le tissu a craqué comme un coup de feu. Antoine, je n'y arrive plus. Je l'ai soutenue jusqu'au canapé en velours rouge. Elle tremblait. Vraiment. Pour la première fois depuis que je la connaissais. J'ai accouché il y a 6 jours. Je le savais. J'étais là. Dans la clinique privée de Neuilly, suite 312, sous un faux nom. Elle avait hurlé pendant 8 heures. Seul. J'étais derrière la vitre. Marc attendait dans le couloir, sans savoir. Elle avait refusé la péridurale. Je veux sentir la douleur. Au moins une fois. Aliénor était sortie à 4h21, 3,4 kg, yeux gris acier. Déjà. Elle ne l'avait prise dans ses bras que 30 secondes. Puis elle avait dit à l'infirmière, emmenez-la. Je la verrai plus tard. Depuis, la petite dormait dans l'appartement de l'avenue Foch, avec une nurse portugaise et une caméra 24 juillet. Camille passait tous les soirs. 10 minutes. Jamais plus. Elle la regardait dormir. Touchait son front. Puis repartait travailler. Je me suis assis à côté d'elle. Tu as tout gagné, Camille. Tout? Elle a ri. Un rire de verre brisé. Gagné? Regarde-moi. J'ai 37 milliards d'euros. Une entreprise qui vaut plus que la moitié des pays africains. Une fille que je n'ose même pas porter plus de 30 secondes. Et je n'ai plus personne. Personne. Elle a ouvert son sac. En a sorti la lettre de démission. Celle qu'elle avait signée 1 an plus tôt. Jaunie. Cornée. Elle l'avait gardée. Tout ce temps. Tu sais pourquoi je l'ai gardée? Non. Parce que c'est le dernier moment où j'étais encore humaine. Avant de devenir, ça. Elle a sorti un briquet en or. L'a allumé. A approché la flamme du coin de la lettre. Le papier a pris. Lentement. Les bords ont noirci. Les cendres ont commencé à tomber sur le marbre de la sacristie. Elle a tenu la lettre jusqu'à ce que la flamme lui lèche les doigts. Elle n'a pas lâché. Pas une grimace. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit à Tokyo? Que tu réécrirais les règles. Eh bien c'est fait. Et maintenant, je vis dedans. Dans mon monde. Un monde où personne ne me touche. Où personne ne m'aime. Où même ma fille aura peur de moi. Les dernières cendres sont tombées. Elle a écrasé les restes sous son talon nu. J'ai gagné, Antoine. Et j'ai tout perdu. Je n'ai rien répondu. Je n'avais rien à dire. Le soir même, gala au Louvre. Pyramide illuminée. Célébration de elle, union du siècle. Elle est arrivée en smoking blanc, bras dessus bras dessous avec Marc. Il avait maigri. Elle avait grossi juste ce qu'il fallait. Ils formaient un couple parfait. Les photographes hurlaient. Elle souriait enfin. Un sourire de publicité pour dentifrice. Faux. Parfait. À minuit, elle m'a pris à part, sur la terrasse qui donne sur la Seine. J'ai pris une décision. Dis-moi. Je vais disparaître. 6 mois. 1 an. Peut-être plus. Où? Là où personne ne me trouvera. Avec Aliénor. Juste elle et moi. Pas de téléphone. Pas de presse. Pas d'entreprise. Marc dirigera. Il est prêt. Et après? Après, je verrai. Peut-être que je reviendrai. Peut-être que je resterai morte. Elle a sorti une enveloppe. Si je ne reviens pas dans 2 ans, ouvre ça. Et publie tout. Mon histoire. La vraie. Pas celle des magazines. J'ai pris l'enveloppe. Lourde. Cachetée à la cire noire. Tu es sûr?
Oui. J'ai besoin de savoir si je peux être autre chose qu'une arme. Elle a regardé Paris en bas. Les lumières. Les klaxons. Les vies minuscules. Tu sais ce que je vais faire demain matin? Non. Je vais prendre ma fille. Je vais monter dans un train. Direction nulle part. Et pour la première fois depuis 10 ans, je vais avoir peur. Vraiment peur. Parce que je ne saurai plus qui je suis sans le pouvoir. Elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois, ses yeux étaient humides. Antoine, si un jour une femme te regarde trop calmement quand tu lui dis qu'une entreprise a besoin d'un vrai mâle pour la diriger, sauve-toi. Cours. Ne marche pas. Cours. Elle a posé sa main sur ma joue. Une seconde. Puis elle est partie. Je l'ai vue s'éloigner dans la foule. Smoking blanc. Dos droit. Talons qui ne claquent plus. Une silhouette qui fond dans la nuit parisienne comme une ombre qu'on n'attrape jamais point. Le lendemain, elle avait disparu. Le jour d'après, Marc a pris la présidence par intérim. Il a pleuré devant le conseil. Personne n'a compris pourquoi. Moi, j'ai attendu 2 ans. Jour pour jour. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. Point dedans, une lettre. Une seule phrase. Écrite à la main. Point. Si tu lis ceci, c'est que j'ai réussi. Ou que j'ai échoué. Dans les 2 cas, raconte-leur que même les reines saignent. Et que parfois, la plus grande victoire, c'est de poser la couronne. Et de redevenir une femme. Sous la lettre, une photo. Camille sur une plage quelque part en Bretagne. Cheveux au vent. Pas de maquillage. Aliénor dans ses bras. Elle rit. Toutes les 2. Un vrai rire. Au dos, une date. Hier. Elle était vivante. Elle avait gagné. Et moi, je viens de finir ce récit. Messieurs, mesdames. La prochaine fois que vous croiserez une femme trop calme dans une salle de conseil, souvenez-vous de Camille de Rocheville. Elle n'a pas pris sa revanche. Elle a réécrit le monde. Et quelque part, sur une plage battue par les vents, une petite fille aux yeux gris apprend à marcher. En tenant la main d'une ex-reine. Qui a enfin appris à tomber. Point fin.